Monsieur Fernand Lopez, bonjour. Bonjour, Euh, bonjour, cher donc, collègue. bienvenue parmi nous à Elite Combat. Donc, pour ceux qui connaissent pas Monsieur Lopez, c'est le head coach de MMA Factory, entraîneur et agent de plusieurs combattants à l'UFC, directeur technique et sportif de Ares, donc euh, une organisation de MMA entre Afrique et Europe. Voilà, est-ce que j'ai raté quelque chose? Non, c'est assez correct, c'est bien, c'est déjà très bien, merci. C'est parfait. Alors, Monsieur Lopez, je sais que vous êtes actuellement à Abu Dhabi pour l'UFC. Comment s'est passé le voyage? Quelles ont été les conditions de votre voyage avec les combattants? Les conditions, elles ont été correctes, ça allait assez vite finalement. Mhm. 6 heures de vol avec Ahmed Salamov, un prospect il a un profil d'un futur combattant UFC qui accompagne non, Nassourdine Imavov, qui lui est le combattant, celui qui va combattre samedi. Et puis moi, c'est nous qui avons, enfin, voilà le petit groupe qui a fait ce voyage parce qu'il y a quelqu'un d'autre dans le groupe qui devait être là, Nicolas Hott, qui lui est allé coacher plutôt Sami Faidine en Angleterre pour la ceinture. Mais voilà, le voyage s'est passé de manière correcte, grosso modo, avec comment dire, des tests avant. 2 jours avant, j'ai fait des tests sur Paris. Toute l'équipe a été testée négatif au Covid. Ensuite, confinement de 2 jours. Et là, on a atterri hier et donc on a encore une journée de confinement dans l'hôtel de l'UFC avant d'être enregistré comme étant check-in sur l'UFC. Parfait. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais revenir sur la situation actuelle, confinement, Covid, etc., que vous connaissez très bien. J'ai suivi votre passage sur C8 et votre ras-le-bol. Comment se passent les fermetures, réouvertures? Comment vous vous organisez, psychiquement surtout, avec vos combattants, les professionnels, les amateurs, les clients? Comment ça se passe? Alors, ce qu'on a fait, c'est que dans un premier temps, il y a eu les annonces jeudi du ministre qui disait qu'il y avait cette fermeture qui arrivait, D'accord. mais qui n'était pas accompagnée d'un texte. Il y avait la loi et le texte, ceux qui permettent déjà l'organisation et l'entraînement des adhérents en MMA ou en sport, de toutes les façons, n'étaient pas abrogés, donc rien ne changeait, même si le ministre avait annoncé qu'il y aurait ça. Et ensuite, le lendemain, non, non, 2 jours après, il y a eu cette annonce du préfet de police de Paris qui venait préciser exactement la nature de l'arrêté qui était que les compétiteurs professionnels et puis le haut niveau, en tout cas, pouvait continuer à s'entraîner, les enfants aussi pouvaient s'entraîner, mais que les adhérents lambda, les clients de la remise en forme, du wellness et tout, étaient obligés d'arrêter pendant 2 semaines. Et donc, c'est ce que nous avons fait, on a appliqué ça, j'ai envoyé un communiqué pour que ce soit fait sur tous les réseaux MMA Factory, et puis on a fermé nos salles, en tout cas sur la fréquentation du grand public, puisque, encore une fois de plus, j'ai un ras-le-bol parce que du point de vue d'un entraîneur qui a besoin de la performance sportive pour ses athlètes, du point de vue d'un entrepreneur qui a besoin de faire vivre une boîte qui tourne, qui a un loyer, qui a des charges fixes, mais qui derrière ça a quand même des fermetures, c'est très compliqué. Donc ça ramène un ras-le-bol où j'essaie de dire qu'il y a un juste milieu à avoir. Je suis très conscient de la dangerosité virale. Je suis très conscient que le, à l'heure où nous parlons là, il y a des personnes qui sont hospitalisées dans des lits en décubitus ventral, qui sont intubées pendant des semaines, qui sont entre la vie et la mort. Donc, le COVID reste quelque chose de sérieux, quelque chose de très grave. Cependant, il y a d'autres gravités dans la vie de tous les jours. À chaque fois qu'on a des personnes qui avaient eu le courage d'aller s'inscrire dans une salle de sport parce qu'elles sont en obésité morbide, parce elles sont assujetties à des maladies cardiovasculaires et tout ce qui va avec. Ces personnes-là, quand on ferme les salles, on les décourage à s'entraîner. Et on sait aujourd'hui que la sédentarité
cause 2 millions de morts. 2 millions de morts à côté du nombre de morts du Covid, c'est énorme. Et donc, il ne faut pas non plus négliger la sédentarité, il ne faut pas non plus négliger l'effet papillon que va causer le fait de fermer des salles. Il y a tout ça à mettre sur la balance. Donc voilà, je comprends la difficulté de l'exercice de l'État. L'exercice de l'État, c'est quelque chose de compliqué. Aujourd'hui, si on me donnait le ministère de la Santé à gérer, je pense que je serais perdu. C'est très compliqué. Donc, je ne veux pas m'acharner sur les gouvernants qui ont quelque chose de compliqué à gérer, sauver l'économie ou sauver la santé, comment faire. Mais cependant, je joue mon rôle qui est celui de tirer la sonnette d'alarme en disant attention, donnez-nous les moyens. Il y a des salles qui ont envie d'ouvrir et qui ont envie d'ouvrir dans de très bonnes conditions. Nous, chez nous, on fait un maximum de tests. Je me suis personnellement, avec mon président Benjamin Sarfati, on s'est acheté des tests, un lot de tests, une centaine de tests sanguins qui ne sont pas fiables à 100%, mais qui restent des tests. De toute façon, il n'y a pas de test fiable à 100%. Déjà, le PCR, il est ponctuel. Je fais un test, il est véridique à l'instant où je le fais le test. Quelques heures après, je pourrais être malade. Ça, c'est la première des choses. Les tests sanguins aussi, et même déjà, ce PCR, il y a à peu près 30% qu'on estime de faux tests. Donc, il faut quand même faire une action. Nous, on a fait l'action de s'acheter des tests et donc les compétiteurs professionnels, quand on reçoit des personnes venant d'une autre cellule, puisqu'on a des cellules d'entraînement, on les teste. Tout le monde peut le faire. Moi, je me désinfecte les mains et puis je le fais les tests. Il s'agit d'une petite pastule que je passe sur le doigt, je prends une goutte de sang, je l'examine dans la foulée et 5 minutes après, on sait si la personne est positive ou négative. La fiabilité du texte n'est pas à 100%. Cependant, c'est déjà un indicateur qui pourrait nous sauver des vies. On essaye de faire ça. Chez nous, il y a un thermomètre mural. Donc, tout le monde qui rentre dans la salle est obligé de se présenter et de donner sa température. C'est déjà un test, OK? On a mis tout ça en place avec du gel hydroalcoolique un peu partout pour se désinfecter les mains, avec un service d'hygiène qui passe toutes les heures. Voilà, on prend un peu le temps de faire les choses bien. Donc, on voudrait juste pouvoir continuer à travailler parce qu'il y a une économie qui va mourir finalement. Il y a des personnes il y a des personnes qui sont employées par les salles de sport et qui vont mourir parce qu'on ne donne pas la possibilité à la salle de sport de se relever. Donc voilà, c'était juste ce truc-là que je voulais ramener. Maintenant, effectivement, quand l'État décide à un moment donné de vouloir mettre les choses en place de manière carrée pour sauver des vies, non, ma volonté n'est pas de me rebeller, juste de dire non à l'État, je vais ouvrir ma salle. C'est de dire que si on continue à fermer les salles sans se poser des questions et à fermer comme ça, sans donner une chance à ceux qui sont dans le bon, à ceux qui font tout, qui respectent tous les gestes barrières, bah, on va mourir. C'est-à-dire qu'on ne sera pas mort de Covid, mais on sera mort de pauvreté, on sera mort de chômage, on sera mort de sédentarité. Donc, au bout d'un moment, c'est juste ce que j'ai envie de, je voulais relever comme information. D'accord. Le message, je pense qu'il est clair et j'espère qu'il sera entendu. Parce que partout dans le monde, il y a des salles où il y a des professionnels ou pas, mais connaissant la valeur ajoutée du sport sur le psychique déjà. Donc, vous avez parlé de sédentarité et de problèmes très spéciaux. Donc, oui, vous avez raison, il y a des gens qui sont stabilisés par le sport. Exactement. Ouais. Personnellement, si je ne m'entraîne pas, il y a quelque chose qui manque. Donc, je sais de quoi je parle. Donc, ma deuxième question, je vais parler de la légalisation du MMA en France. Je sais que ça ne fait pas très longtemps et je sais que vous y êtes pour quelque chose, vous et Bertrand Amousso. Donc, comment s'est passé ce long combat? Comment finalement ça a été légalisé, ça a été accepté? Quel a été le processus? Je ne peux pas parler au nom de tout le monde parce que, très honnêtement, ce ne serait pas honnête de dire qu'il y avait Bertrand Moussou et moi qui avons joué le rôle pour la légalisation. Je pense que Bertrand Moussou, effectivement, est un acteur principal pour la légalisation du MMA en France. J'en suis un à ma petite dimension, mais il y a beaucoup d'autres acteurs, des personnalités, des gens qui sont là sur le MMA depuis très longtemps. Moi, finalement, j'arrive sur le MMA il n'y a pas très longtemps, ça fait une dizaine d'années. Il y a des personnes qui sont là depuis 30 ans et qui essaient de faire connaître ce sport. Donc, c'est très important de leur rendre hommage, de leur dire merci parce qu'ils ont beaucoup travaillé dessus. À ma petite dimension, je peux parler de ce que j'ai fait à mon petit niveau, c'est que
très rapidement, voilà quoi. J'ai fédéré, j'ai rejoint le mouvement fédéral de la Commission nationale des MMA à l'époque. Et donc, j'ai sillonné toutes les plages du sud de la France pendant 2 ou 3 ans, durant les vacances où on enseignait, où on éduquait les gens, voilà, on allait vraiment évangéliser les personnes sur ce que c'est que l'OMMA. Par jour, on recevait 350 à 400 personnes qui venaient essayer l'OMMA dans des espaces gonflables, des rings gonflables. Et donc, voilà, ça c'était dans un premier temps ma collaboration avec la Commission nationale des MMA. Ensuite, rapidement, on est arrivé sur la formation d'entraîneur. J'ai été responsable de formation à la Commission nationale des MMA pendant un certain nombre d'années. Et donc, par rapport à ça, j'ai ramené ma touche sur la manière d'enseigner le MMA en formant plusieurs promotions de personnes qui sont devenues eux aussi des coachs de MMA. J'ai été formateur à la Fédération de lutte, formateur à la Fédération de sport de contact, kickboxing, Muay Thai. J'ai aussi apporté ma pierre à l'édifice parce que même si on enseigne le Muay Thai, même si j'ai enseigné le Muay Thai et le kickboxing, il y avait quand même cette aura, cette signature de quelqu'un qui vient du MMA, qui enseigne des choses. Et donc, du coup, on comprend petit à petit, on commençait à comprendre le métier. Et même moi, de ma salle de sport, j'ai ramené pas mal de personnes qui se sont formées sur ces différentes fédérations. Ensuite, il y a eu cet événement en 2015, le premier événement des MMA en France. Avant, là, on parle du Bellator qui arrive en octobre prochain, le 10. Mais avant ça, il y a eu le site d'hiver où il y a eu ce premier événement des MMA à Paris, dans le 11e, avec frappe au sol, avec une cage, vraiment les règles unifiées des MMA. Je pense que ça a été le déclic vis-à-vis de l'État où on a forcé le passage. C'est-à-dire que le secrétaire d'État à l'éducation nationale, au sport à l'époque, M. Braillard s'était senti mal dessus parce qu'effectivement, on venait de lui prouver que le MMA n'était pas illégal. Bon, il a pris les choses en main, il a décidé de rajouter, de modifier les textes qui permettaient que l'OMMA devienne illégal. Du coup, il s'est créé des lobbies et tout ce qui va avec pour pouvoir faire un contre-pouvoir et aller chercher la légalisation de ce qui était devenu illégal. Et finalement, on est arrivé à tout ce qui a suivi. J'ai eu l'honneur de recevoir au MMA Factory, à ma salle de sport, deux ministres d'État, donc Madame Laura Flessel et puis Roxana Maracignano par la suite, toujours dans l'idée de comprendre c'était quoi l'OMMA et de pouvoir lancer la possibilité de régularisation de cette discipline. Et puis aujourd'hui, on y est, la discipline elle est légale et je m'en félicite. Je félicite les factoriens, toutes les personnes autour de moi dans notre écosystème qui avons aidé. Mais encore une fois de plus, c'est une goutte d'eau dans la mer ce qu'on a fait. Il y a eu beaucoup de personnes, le député Vignal, avec lequel j'ai beaucoup collaboré, la Fédération française de boxe qui a beaucoup aidé dessus, IMG qui est l'organe représentatif de l'UFC en France qui a beaucoup œuvré dessus. Vraiment, il y a beaucoup d'instances, beaucoup de personnes très appliquées qui ont beaucoup aidé, qui ont participé à l'organisation et à la reconnaissance de cette discipline sportive. D'accord, ben, c'est parfait. Ben, heureusement, ça permet de démocratiser la pratique et démocratiser aussi tout ce qui est compétition et fédération. Il y a eu des générations de combattants français qui avaient du talent, comme chez Congo, etc. Bon, chez Congo, il a été à l'UFC, c'était un bon combattant, mais il y en avait d'autres qui ont peut-être raté, qui ont raté leur vocation, etc. Voilà, chez Congo, c'est un code, quoi. Il est encore un très bon combattant. C'est Oui, il est au Bellator. Qui a représenté au maximum la France. Il combattra d'ailleurs en main event du Bellator le 10 octobre en France. Donc, il n'y a aucun doute dessus. Ces personnes-là ont aidé pour la reconnaissance de la discipline sportive du MMA à travers le monde. D'accord. Ben, maintenant, nous allons venir à Arès. Personnellement, je connais, j'ai découvert, j'aime beaucoup l'idée, je suis un passionné. Vous, personnellement, comment vous est venue l'idée de créer ou de collaborer à Arès? L'idée ne m'est pas venue. Effectivement, j'ai été approché par Vivendi Sport, la branche sportive
de la société Vivendi et ils avaient besoin de quelqu'un qui puisse incarner et qui puisse créer, mettre en place une grosse ligue. J'ai été la personne choisie. Ils sont venus à moi. J'ai d'ailleurs manqué plusieurs rendez-vous. Et j'ai la chance qu'ils ont insisté, qu'ils ont voulu vraiment collaborer. Et à ce moment-là, finalement, on l'a fait. On a mis en place cette ligue qui avait l'idée d'avoir un lien, une espèce de pont entre l'Europe et puis l'Afrique, de pouvoir mettre en avant des jeunes combattants africains comme Islam, qu'on a eu l'Égyptien, comme Risnen Zouak, la Marocaine, comme Baba Nandombe, le Togolais, comme le Sud-Africain qu'on a eu, le Congolais qu'on a eu, voilà, des personnes venues d'Afrique, mais même aussi des personnes qui vivent en Europe, comme Kelroy Baben, qui lui vit en France, mais qui est quand même d'origine sénégalaise. Voilà, on a eu la volonté, l'ambition de pouvoir mettre en place un pont pour réunir ces deux mondes. Un monde où il y a de la matière brute, de l'ADN, un ADN très solide et tout, et puis d'un autre côté, un autre monde qui a une certaine avancée sur l'organisation, l'événementiel, et puis les compétences proprement dit sur le sport. Et puis, comme ça que le projet est né, et voilà. Si on parle toujours d'Ares, au moyen et au long terme, est-ce que ça serait plutôt un tremplin vers des organisations comme l'UFC, le Bellator ou le One Championship, ou ça serait plutôt un sérieux concurrent pour ces organisations? Un tremplin, oui, pour l'UFC, mais pas pour les autres. La seule organisation qui est au-dessus aujourd'hui du Bellator, d'Ares concrètement, définitivement, c'est l'UFC. C'est pour ça d'ailleurs que vous avez vu qu'il y a Josh, un des poids lourds de Ares qui a signé sur l'UFC. On a Nassourdine Imavov qui a combattu sur Ares, qui maintenant vient de signer à l'UFC. Voilà, on a cette passerelle-là et une très bonne entente avec l'UFC qui fait que nous, on utilise leur plateforme UFC Fight Pass, qui est quand même une chaîne de télévision regardée par 1,3 milliard de foyers à travers le monde. On a une très bonne collaboration sur le matchmaking également. Et donc, on va continuer à avoir cette collaboration où il y a des personnes sorties de l'UFC qui peuvent venir signer sur Ares et des personnes sorties d'Ares qui peuvent aller signer sur l'UFC. Dernièrement, nous avons eu Hassan Dam qui a signé pour Ares pour 4 combats. Hassan Dam qui est un grand boxeur professionnel, champion du monde, WBC, WBO, WBA, IBF, etc., donc qu'on ne présente plus. Est-ce que vous avez, au jour d'aujourd'hui, d'autres combattants du même calibre de Hassan Dam qui vient de signer avec Ares? On a d'autres combattants assez connus dans d'autres disciplines sportives qui ont signé avec Ares. On a une certaine stratégie de communication qui fait qu'on communique sur eux progressivement sur les réseaux sociaux. Et il serait malvenu pour moi de vous l'annoncer tout de suite. Mais effectivement, on a le projet de l'ambition d'aller chercher des athlètes de ce calibre-là qui ont déjà fait des preuves quelque part et d'avoir ce brassage de culture sportive, de pouvoir réunir tout le public de la boxe anglaise, française derrière un athlète et de leur amener à aller découvrir un nouveau sport. De la même manière que Conor McGregor a réuni un certain public et qui a ramené ce public-là à aller regarder la boxe anglaise. Et il y a des aficionados de la boxe anglaise qui suivent Mayweather, qui n'avaient jamais regardé le MMA parce qu'ils détestent, parce qu'ils n'aiment pas le MMA, mais qui se sont vus un peu obligés d'aller regarder le MMA la soirée où Mayweather a boxé contre Conor McGregor. Donc voilà, on essaie un peu de brasser comme ça et on a des belles surprises et des belles créatures qui vont être annoncées très bientôt. D'accord. Parlons un peu du cas Francis Ngannou, donc un combattant que j'aime beaucoup, puissance, rapidité pour un poids lourd, donc j'aime bien le style. Moi, je le qualifie de uncrowned king, donc un roi sans couronne. C'est mon avis, peut-être je me trompe, je pense qu'il est un peu lésé dernièrement. Est-ce qu'il a une chance de rejouer pour le titre dans pas longtemps?
Est-ce qu'il a une proposition? Il n'y a aucun doute, il va combattre pour le titre bientôt. Dana White l'a dit, le président de l'UFC l'a dit, c'est quasiment certain qu'il va combattre pour le titre. Inch'Allah, comme on dit. Est-ce que le prochain combat, ça sera pour le titre ou il y a un combat de préparation avant? Non, il devrait combattre contre Stipe Miocic pour le titre. Maintenant, encore une fois, rien n'est écrit dans le marbre. Stipe, il a l'intention de prendre un peu de temps avant de combattre. Peut-être Francis va se retrouver en train de faire une ceinture intérimaire. Mais en tout cas, l'UFC a décidé de lui donner finalement la ceinture qu'il mérite depuis le temps, enfin l'occasion de combattre pour la ceinture, et il la mérite depuis longtemps, et donc je pense que ça va se faire très rapidement. D'accord. Deuxième combattant poids lourd, à mon sens, il y a beaucoup de potentiel, qui a de l'avenir, Cyril Gane. Comment vous voyez sa progression chez les lourds? Il lui faut combien de temps un petit peu pour aspirer au titre aussi à la ceinture? Ça ne devrait pas être très long. Il est encore jeune, il est relativement jeune, mais il est il est prêt à combattre. Il est prêt tout de suite à aller chez les grands. Il n'y a pas une garantie qu'il gagne ses combats, mais en tout cas, il y a une garantie qu'il délivre. Qui délivre en termes de compétition, en termes de combativité, il n'y a aucun doute là-dessus. Je pense que après le combat qu'il va faire dans 2 semaines, il rentrera dans le top 10 et à partir de là, tout est possible. Ça peut être un combat, 2 combats, tout devient possible. Pour peu qu'il y ait une autre victoire et pour peu qu'il y ait quelqu'un de bien classé qui se blesse, ça pourrait switcher et puis pourrait remplacer rapidement. Donc, c'est très difficile de dire combien de titres il y a. Vous avez vu hier nuit, Blachowicz, le Polonais, ils ont une catégorie à light heavyweight beaucoup plus remplie que les poids lourds, mais au bout de 3 victoires consécutives, il a fait la ceinture et pourtant Blachowicz, il était sur une défaite, il n'était pas bien et finalement, là, il devient champion intérimaire parce que John Jones n'est pas là, parce que John Jones n'a pas donné son temps, parce que, voilà, on ne sait pas. Je pense qu'il va falloir encore à Cyril 2 combats avant de devenir contender et puis s'il est contender, pour peu qu'il y ait un Stipe qui est blessé ou quelqu'un qui ne peut pas combattre, il pourrait se retrouver à faire la ceinture intérimaire ou la vraie ceinture, on n'en sait rien. Mais à partir du moment où on est rentré dans le top 10, on sait qu'il est prêt. Moi, j'ai l'honneur, la chance de l'entraîner. Je sais qu'il est archi prêt pour pouvoir combattre pour la ceinture des poids lourds à l'UFC. D'accord. Je pense que vous avez bien sûr, ça c'est une certitude, vous avez vu le combat d'Adesanya avec Costa hier. Qu'est-ce que vous pensez de ce combat, du résultat, du déroulement du combat, donc la manière dont ça s'est passé? Adesanya nous prouve une fois de plus qu'il est à un autre niveau. Il est à un autre niveau. À chaque fois que vous allez regarder les combats d'Adesanya, vous aurez l'impression que les combats sont faciles. Ouais. Vous avez toujours les mecs doués, les génies, rendent les combats faciles. Ouais, c'est vrai. On a l'impression qu'ils s'amusent. Quand vous regardez Cyril Gane combattre, vous avez l'impression qu'il joue Cyril Gane. Il fait des pas à gauche, des pas à droite. Il gère bien l'espace, les déplacements, etc. Il gère bien l'espace. Il fait de ce qu'on appelle la communication non verbale. Pendant le combat, il communique avec vous, il vous dit beaucoup de mensonges. Il vous raconte des histoires avec les mains, avec les pieds. Et finalement, vous ne voyez pas le combat passer jusqu'à ce que vous preniez un coup, 2 coups. Donc, Adesanya, au deuxième round, il n'avait pas encore mis un coup décisif sur le visage, mais il avait déjà mis mal en point son adversaire parce qu'il lui avait mis 3 low kicks dans le genou qui devenaient très compliqués pour les déplacements, et alors qu'il n'avait rien fait. Il jouait, il faisait des feintes de bassin comme s'il va mettre un coup de pied, il changeait de trajectoire, et à chaque fois que son adversaire essayait vraiment de se positionner pour cadrer et envoyer des frappes lourdes, comme par hasard, Adesanya faisait un pas à gauche ou un pas à droite. Et à chaque fois qu'un pas est refait, son adversaire doit recommencer une stratégie pour le cadrage, pour le ciblage, pour verrouiller la cible. Et ensuite, il se redéplace. Donc voilà, c'est un génie. C'est un génie. C'est-à-dire que le nombre d'informations qu'il est capable de processer à la minute, à la seconde près, c'est incalculable. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont des génies pour l'informatique, c'est un génie du combat. Il y a une analyse très fine. Je sais que vous l'avez vu, le combat. Je vous demande de regarder le combat encore une fois depuis et vérifier ce que je vous dis. Ouais, d'accord. Chaque fois qu'ils sont face à face,
Et un instant, juste à l'instant où son adversaire s'apprête à se dire, là, je le tiens, je vais balancer mon bras arrière le plus puissant, Adesanya va faire un pas sur la gauche. Il change les degrés, il change la dimension du combat. L'adversaire se dit, je ne suis plus en sécurité, il faut que je recommence à le cadrer, à retrouver la bonne distance. Et ça se passe tout le temps. Et quand l'adversaire en a marre et qu'il pense que Adesanya est en train de fuir, là, il va jaillir, il va mettre un gros middle kick, un gros chassé, 3-4 coups et le remettre dans son camp. Et il recommence le cinéma. C'est vraiment une science. Tout est posé pour être, tout est organisé pour qu'il n'y ait pas de souffrance. Il n'y aura pas moyen que on le retrouve dans une espèce de lutte où c'est compliqué, où c'est tordu, pas parce qu'il est un bon lutteur, mais parce qu'il ne se met pas dans la situation de pouvoir lutter. Il ne donne pas l'occasion à l'adversaire de s'exprimer. Ni en distance, ceux qui ne savent pas pensent que peut-être il n'a pas été précis hier, son adversaire. Alors qu'il a été précis, il a cherché. Il y a 2 ou 3 fois, il a allongé bras avant, bras arrière, mais il était toujours court de 2 ou 3 centimètres. Parce il a été bien géré. Il est efficient. C'est-à-dire qu'il est efficace, plus l'économie d'énergie. Tu vas passer un coup, au lieu de sauter et esquiver de 3 mètres, il va juste esquiver de 2 centimètres. C'est tout. Il va juste faire ça derrière, revenir. Juste ce qu'il faut pour être assez précis. Ouais. Et ça, c'est dur. Comme il disait en conférence de presse, tout le monde est puissant de nos jours. Tout le monde a un préparateur physique qui sait faire la préparation physique. Tout le monde est puissant. Ce que tout le monde n'a pas, c'est la lecture de jeu, c'est l'analyse de jeu, c'est la capacité à pouvoir être performant sur la contrainte décisionnelle. Il faut pouvoir décider très rapidement sur les choix à faire. Et là-dessus, il est très bon. D'accord. Prochain grand événement de l'UFC, l'UFC 254, donc Khabib contre Justin Gaethje. C'est quoi votre pronostic? Je pense que Khabib va gagner. Je pense qu'il va gagner, mais s'il y a quelqu'un qui peut lui poser la difficulté, c'est Justin Gaethje. Pour la première fois, on aura quelqu'un qui sait lutter, qui peut lutter, et en plus, qui est un bagarreur. C'est-à-dire qu'en striking, il frappe, il ne s'apitoie pas sur son sort. Il n'a pas peur de prendre des coups, il ne s'inquiète pas sur sa vie, il ne s'inquiète pas sur lui-même, il frappe, il avance, il frappe. Et quand vous avez quelqu'un comme ça qui avance en rouleau compresseur et qui a le bon réflexe du bon lutteur, ça peut compliquer la vie à Khabib. Mais encore une fois de plus, je ne vois pas comment il va perdre. C'est difficile pour que Khabib perde. J'ai eu la chance de le croiser hier soir. On a discuté un peu dans les couloirs et il est en forme, il est bien, il est solide. En confiance, ouais. D'accord. Dans le monde, nous avons plusieurs organisations, UFC, Bellator, One Championship, etc. Il y a d'autres organisations qui ont vu le jour, le Bare Knuckle ou le Wotor, qui est, je ne sais pas ce que vous connaissez, c'est polonais, c'est du free fight avec des coups de tête, etc. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est l'avenir du free fight ou c'est un peu, ça peut devenir barbare à la limite? C'est très tôt de voir si c'est l'avenir. Et c'est aussi très tôt de dire que ce n'est pas l'avenir. Ouais. Ce que j'essaie de faire, c'est que j'essaie toujours de me mettre dans les bottes des autres, dans les pieds, dans les chaussures des autres. Il y a quelques années, quand les karatékas, les judokas ont vu venir le MMA, ils ont dû rigoler. Ils ont dû se dire, mais ce sont des fous, ça n'a aucun avenir, ça n'a aucun intérêt. Du coup, je suis assez humble quand je parle de ces nouveaux sports parce que je ne sais pas ce que ça va devenir. Je pense juste que c'est très tôt. C'est l'avenir qui va nous dire que... C'est l'avenir nous dira parce que aujourd'hui, le sport est en train de se métamorphoser. Le sport change parce que le sport suit la trace de la communication. Ouais. En fonction de ce que l'audience veut, le sport devient ce que l'audience veut. C'est-à-dire que le Muay Thai aujourd'hui est en train de mourir, ce n'est pas parce que ce n'est pas un bon sport. Le Muay Thai est un excellent sport. Mais le Ramoué, qui est la musique qu'on met durant l'entrée des combattants, c'est un sport traditionnel finalement qui est ennuyeux pour le spectateur, la masse des spectateurs. Et donc, les gens se disent, je ne vais pas payer mon abonnement de télévision pour écouter les gens chanter toute la journée pour que le mec caresse les rings et qu'il aille boxer pour 5 minutes. Et donc, si le Muay Thai s'était adapté et avait apporté quelque chose de beaucoup plus sportif, comme quelques compétitions de Muay Thai qu'il y a eu, ça aurait pu survivre comme sport.
Même le Glory aujourd'hui, qui est un excellent sport de kickboxing, est en train de mourir. Il y a peu de champions de Glory, ça ne remplit pas les salles. Le sport aujourd'hui, l'UFC, le MMA, ça marche parce que le grand public a adhéré à ce sport finalement, parce que le La show a culture du été show, de l'art parce martial qui est que, complet. voilà, parce que ça parle aux téléspectateurs. Et donc, du coup, les abonnés sont ceux qui indiquent quel est le sport qui va vivre ou pas vivre. Le Bayern Nocol a pris un grand pari, c'est de faire connaître ça et de durer longtemps. Tant que les investisseurs du Bayern Nocol vont durer, s'ils ont les moyens de durer dans le temps, alors ça va devenir quelque chose de magique. Parce que tout se joue dans la durée. C'est-à-dire que le Bayern Nocol, c'est un événement pour le moment qui ne peut pas, qui est sur le modèle business de Ares. Ares est un modèle business où on ne compte pas sur le ticketing pour faire rentrer les gens, pour rentrer dans nos frais. Un événement d'Ares, ça trouve trop cher. C'est vraiment cher, Ares. Pour faire un événement Ares, on dépense tellement de sous qu'il n'y a que la télévision qui va pouvoir rembourser, c'est tout. Quand on aura un partenariat télévision free, un peu comme ESPN pour l'UFC. Et là, on commence à magasiner, on commence à faire entrer les sous. Et c'est le même pari pour le Bayern Nocol. Si les sponsors du Bayern Nocol, les investisseurs sont prêts à attendre 10 ans, il se pourrait que ce soit le sport du futur. Si Ares est capable d'attendre 7, 8 ans, ça va être l'événement du futur. Si demain, il y a un nouveau boss chez Ares qui décide d'arrêter la machine parce que ça ne lui parle pas le sport, bah, il n'y aura pas de futur puisque le futur des grandes organisations qui comptent sur le broadcasting ne marche que s'il y a de la durée dans l'investissement. Et le Bayern Nocol est sur le bon chemin pour le faire parce qu'ils payent bien les athlètes, ils organisent régulièrement des événements et ils durent dans le temps et ils sont en train de créer un écosystème. Bientôt, il y a beaucoup de produits qui vont arriver, mais aujourd'hui, ça devient la référence. Les gens terminent l'UFC, ils terminent sur les grosses organisations et vont au Bayern Nocol parce qu'il y a pas mal d'argent. Mais combien de temps ça va durer, c'est la question qu'on se pose. Donc, encore une fois de plus, il faut être très humble quand on parle de ces nouveaux sports parce qu'il y a encore quelques années, les gens regardaient notre sport comme étant un truc venu des siècles. Et puis aujourd'hui, c'est le sport qui va peut-être rentrer aux prochains Jeux Olympiques. D'accord. Je vais rebondir sur cette question pour poser ma dernière question. Donc, on a parlé de l'apparition de nouveaux sports de combat, le free fight, etc. Qu'est-ce qui s'est passé avec la boxe thaï, kickboxing, etc. Donc, on a vu tout le processus. Ça rejoint tout ce qui est culture du show à l'américaine, sponsoring, l'intérêt pour le sport, des sports de combat plutôt complets. Quand on parle de free fight, il y a le SOT, il y a le grappling, il y a le striking, etc. C'est ce qui est le plus complet au jour d'aujourd'hui. Mais il y a un truc. Pourquoi ce genre d'organisation, ce genre d'enjeu aussi, ça se développe plus aux États-Unis, en Amérique du Nord, et un petit peu en Asie? Pourquoi nous n'avons pas en Europe cette culture du show? On n'arrive pas à boucler entre sponsors, télé et gros cachets pour les combattants, pour les entraîneurs. Qu'est-ce qui manque? Non, je pense qu'il y a une mauvaise information sur ce qui se passe en réalité. Vous avez pas mal de gens qui vont vous raconter qu'aux États-Unis, il y a beaucoup de sponsors. Non, c'est faux. C'est faux. C'est quasiment pareil. J'ai des exemples concrets. Je vais vous donner un exemple. Quand Christian Pumbu, qui a été le seul Français d'ailleurs à être champion d'une organisation majeure, c'est le champion du Bellator, Christian Pumbu, combattait contre Rampage Jackson aux États-Unis. On a eu plus de sponsors en France qu'on en a eu aux États-Unis. On a eu Wicked One qui avait sponsorisé Tonton à l'époque. On a eu 2 ou 3 sponsors français. Aux États-Unis, on a eu 7 sponsors, mais qui payaient tellement mal, qui payaient au lance-pierre. C'est-à-dire qu'on avait une bâche, une bannière qui était remplie de sponsors, mais c'était peanuts ce qu'ils avaient donné. Et le manager, c'était Odier. Odier qui est maintenant le manager de Conor McGregor. Et
mais il était incapable de trouver à Tonton, à Christian Pumbo à l'époque, du sponsoring. Vous connaissez Ramos Okujo, combattant du Pride, de l'UFC, du Bellator, voilà, il a combattu un peu partout. Ramos Okujo, j'ai été son entraîneur et son manager. On a sillonné les États-Unis pour le sponsor. Il n'y a pas de sponsor. Les gens ont une idée préconçue. Le nombre de Français qui sont allés aux États-Unis, qui sont rentrés sans sponsor, moi, dans ma salle, j'ai eu Norman Parisi, un Français qui s'est installé aux États-Unis à un moment donné, est revenu. Karl Amoussou, il s'est installé 2 ans aux États-Unis, est revenu. Johnny Frachet, il s'est installé aux États-Unis, il est revenu. J'en connais une tonne qui se sont installés là-bas et qui n'avaient pas de sponsor. Qui n'ont pas percé finalement. Ouais. On vend le rêve aux gens et on leur dit là-bas, il y a de sponsors. Il n'y a pas plus de sponsors là-bas qu'ici. C'est une capacité de se développer et de chercher ou de ne pas. Voilà, c'est aussi simple que ça. Le MMA Factory est une petite salle parisienne, mais qui est l'une des rares salles à avoir été sponsorisée Reebok. À part SBG de Conor McGregor, à part l'Ike de Caraïbes, il n'y a pas d'autres salles sponsorisées officiellement Reebok. Mais voilà, c'est la capacité à aller chercher du sponsor ou pas. Maintenant, nous, on a discuté d'avoir du sponsoring de haute gamme ici parce que le sport n'était pas encore reconnu par l'État. Donc, du coup, les grosses sociétés corporate comme Mercedes, Coca-Cola, toutes les grosses sociétés vont dire on n'a pas envie de se mouiller avec un sport que le gouvernement interdit. Mais au-delà de ça, je vous garantis que la culture du showbiz n'est pas quelque chose d'Amérique du Nord. C'est une fausse idée qu'on a. Ils ont une grosse culture de show, mais pas forcément du bon sponsoring. Regardez l'exemple de la Pologne. La Pologne fait, le KSW fait des stades avec 68 000 personnes. On est en Europe, c'est la Pologne. La Pologne, il y a tellement de sponsors en Pologne que les gens se tatouent sur leur corps. En Pologne, quand il y a le MMA, les gens font des tatouages sur eux, ils font des dessins pour faire du sponsoring. Mais on est en Europe, ça n'a rien à voir avec les États-Unis. Moi, j'ai vécu aux États-Unis et je vous garantis que ce qu'on dit et les idées, il y a beaucoup d'idées, on dit, ah non, ça se passe là-bas, c'est là-bas que ça se passe. Ils vendent plus du rêve qu'autre chose. C'est du rêve. Quand vous êtes sur place, le nombre de... Allez demander aux gens qui... Tom Duquesnoy, c'est un combattant français qui a combattu. Quand il était Obama, il était champion Obama, il avait plus de sponsors, en tout cas ce qu'on percevait, je ne suis pas dans les secrets de Dieu, je ne sais pas ce qu'il a comme sponsor, mais encore une fois de plus, dans ce que je percevais, moi qui observe pas mal, je le voyais avec plus de sponsors et plus de communication que quand il est allé s'installer aux États-Unis. Il est allé s'installer à la Jackson Wing. Je n'ai pas vu plus de sponsors. J'ai même eu l'impression qu'il y avait moins de la lumière sur lui, moins de lumière, moins de communication, moins de succès et finalement parti de l'UFC. Alors qu'il n'a pas brillé à l'UFC, alors qu'il était excellent en Europe quand il était sur l'Obama. Donc, attention avec des grandes déclarations du genre c'est là-bas que ça se passe. Je ne suis pas sûr, je ne suis pas persuadé que... Je pense qu'on a beaucoup souffert en France particulièrement parce qu'il n'y avait pas la légalisation, mais les pays européens où ça se passe, il y a des sponsors de manière décente, un peu comme partout. Je vous dis, Joanne Jezeski, elle était managée par un de mes amis, Thiago. Elle était sponsorisée par Mitsubishi, quoi. Enfin, voiture sponsorisée. Et pourtant, elle est combattante européenne et vivant en Europe. Quand elle est allée vivre à l'ATT aux États-Unis, elle a perdu sa ceinture, elle a chuté dans ses combats. Et finalement, elle n'avait plus tous ses sponsors qu'elle avait quand elle était ici en Europe. Et que, donc, vraiment, je dis aux athlètes, je dis aux jeunes, je dis aux responsables des salles de sport, soyez patients et n'écoutez pas ce qu'on vous dit. Ça va se déclencher. Voilà, n'écoutez pas tout ce qu'on vous dit, c'est pas souvent vrai. Faut savoir finalement, ça donne espoir, même en Afrique. Donc, si c'est comme ça, donc il y a toujours espoir pour développer cette économie du sport et absolument. C'est-à-dire que quand on va dire aux gens, il n'y a rien en Afrique, non, il faut attendre d'aller aux États-Unis, non, on va tromper ces jeunes-là parce qu'il y a tellement d'investisseurs en Afrique. Il y a tellement de... Moi, j'ai joué au rugby au Cameroun. Quand j'ai joué au rugby au Cameroun, on a eu une fédération de rugby qui avait un championnat avec 24 clubs et il n'y avait aucune subvention de l'État.
c'était des expatriés français, européens, anglais qui mettaient de leur poche pour faire vivre un championnat de rugby. Vous Entier. imaginez ce que je vous raconte? Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'athlète de MMA qui perce au Cameroun, s'il a des bonnes connexions, il va trouver des passionnés qui vont le sponsoriser, qui vont l'aider aussi à avancer. Ouais. Mais s'il s'enferme et se dit, bon, ici, il n'y a rien, je vais attendre d'aller aux États-Unis. Mais non, il n'y a rien aux États-Unis, attention. Il n'y a rien, j'exagère. Je veux dire, il y a des gros sponsors aux États-Unis, mais pour des grands sports. Aujourd'hui, les gros sponsors, ils vont mettre de l'énergie sur la NFL, sur la NBA, sur les footballeurs américains. Mais pour eux, le MMA n'est pas encore si mainstream que ça. Voilà. Donc, ce qu'il y a aux États-Unis, on peut le chercher autour de nous et trouver ce qu'il y a, des fois plus même. Et développer encore plus, ouais. Voilà, et le développer encore plus. Il faut pousser les gens à consommer où ils sont. Si vous êtes marocain, regardez autour de vous, vous allez voir qu'il y a des choses, il y a des choses qui se font autour de vous. OK, aux États-Unis, il y a des sponsors je sais pas moi, de McDonald's qui vont se présenter. Ce n'est pas le même mode, c'est pas parce que c'est une république, c'est une démocratie, c'est une forme de démocratie républicaine. Au Maroc, c'est un royaume. Et le roi, il va aider. Il y a des sportifs au Maroc qui sont reconnus par le roi les reçoit au palais, il leur donne des aides et tout. C'est aussi une manière de sponsoring. Donc, il faut arrêter de focaliser juste sur les modèles économiques des pays, alors que ce n'est pas la même chose. Quand on est en France, ce n'est pas un modèle privatif. Le sport, il est donné, il est délégué au ministère des Sports qui va déléguer à des fédérations. Donc, il y a un mouvement associatif avec les aides des communes, les aides des régions. Et donc, c'est là où on va aller chercher le sponsoring. Ouais. Donc, on peut réussir la chose avec les spécificités locales. Ouais. C'est ça, il faut aller chercher. Aujourd'hui, au MMA Factory, nous, on est soutenu par la région Île-de-France. D'accord. On est club premium, donc on va recevoir un certain montant d'argent parce qu'on est club premium. OK, on n'a pas le sponsoring que vont avoir l'American Top Team ou Jackson, mais on a une spécificité qu'ils n'ont pas chez eux et il faut savoir composer avec ça. D'accord. Ma dernière question, Monsieur Lopez, j'aimerais avoir votre œil d'expert. C'est quoi votre conseil ultime pour les nouveaux combattants, la nouvelle génération, pour réussir, pour devenir des champions? Le premier conseil que je vais leur donner, c'est ne demandez pas aux gens de faire des sacrifices pour vous si vous ne pouvez pas les faire pour vous. Ce qui arrive très souvent, c'est qu'on a des jeunes qui vont demander au coach de se sacrifier pour eux, d'abandonner les enfants, la famille, et d'aller faire du coaching, d'aller les entraîner, qui vont demander au manager de leur trouver des sponsors, de faire des sacrifices, de se déchirer, pendant que eux-mêmes ne sont pas capables de tenir la rigueur pour venir 2 fois par semaine s'entraîner. Donc, la première des choses que je souhaite demander à des personnes jeunes qui veulent devenir des champions, c'est posez-vous la question, est-ce que c'est vraiment le métier que vous voulez? Est-ce que vous aimez vraiment ça? Si vous n'êtes pas amoureux de ce sport, laissez tomber. Vous n'allez pas durer, ça ne va pas durer du tout. La définition de l'amour, c'est le temps qu'on peut donner à une activité. Aussi simple que ça. La définition de l'amour pour votre femme, c'est le temps que vous pouvez lui accorder. C'est l'énergie que vous pouvez lui accorder. Même si ce n'est pas un temps donné en présentiel, c'est un temps donné de loin par des actions qui vont aider cette personne que vous aimez. Et c'est la même chose pour le sport. Si vous voulez vraiment percer en MMA, soyez sûr que vous êtes amoureux du MMA au point de ne pas compter, de donner le temps sans compter. Première des choses. Deuxième des choses, mettez-vous à la place de ceux qui vous entourent comme staff et demandez-vous si vous faites les sacrifices que vous demandez à votre staff de faire pour vous. OK? Et puis, in fine, quand vous avez trouvé le bon staff, ne bougez pas du bon staff. L'herbe est toujours verte à côté. Vous avez toujours l'impression que tout ce que vous voyez à côté, c'est brillant, c'est beau. Mais non, le plus important, c'est de se sentir bien dans l'écosystème qu'on a créé autour de soi. Si vous trouvez, voilà, on dit l'élève trouve le maître et le maître trouve l'élève. Si les deux se trouvent, ne bougez pas de là. Parce que si vous avez suivi la presse-conférence d'Adesanya hier soir,
c'est ce genre de personnes, ce genre de discours qui me marque. Adesanya, il a dit à la presse conférence, on lui a posé la question, qu'est-ce qu'il vous faut encore pour pouvoir cimenter la place du plus grand des plus grands et même battre Anderson Silva? Il a dit, tout ce que j'ai à faire, c'est d'écouter mes coachs et rester sincère avec mes coachs. Ce sont les coachs qui m'ont amené où je suis et c'est avec eux que je dois rester. Je n'ai pas besoin d'aller chercher un autre coach, un magicien là-bas qui va me raconter ceci, qui va me dire cela. Le vendre du rêve. Je suis bien avec mes coachs, je n'ai jamais bougé de mes coachs, je suis avec eux et je vais continuer à faire ce que je fais, travailler. Aussi simple que ça. D'accord. Monsieur Lopez, merci beaucoup. Ça a été un plaisir de vous avoir parmi nous. J'espère que ça ne va pas être la dernière fois. Et encore un grand merci et bon courage pour vous et pour vos combattants et pour Francis aussi. Merci, merci infiniment. Merci pour ce que vous faites pour le sport. C'est grâce à des personnes comme vous que le sport continue à fonctionner. C'est un écosystème. À force de parler de ça, on est en train de rendre ce sport mainstream et c'est une bonne chose. Donc, merci infiniment et vous pouvez me rappeler quand vous voulez, je me rendrai disponible. Merci, c'est un plaisir de vous avoir. Merci, merci. Je n'y manquerai pas. Au revoir.